Le sujet dont je vais vous parler va être légèrement modifié. Je vais vous parler bien entendu de la politique internationale, mais pas simplement du FLNKS, du mouvement indépendantiste en général, avec une petite restriction par ailleurs, c'est-à-dire de la politique au niveau des instances internationales et régionales, parce que sinon le sujet était véritablement trop vaste. Pour étayer mon propos, je vais faire référence à ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire le 4 novembre 2018, il y a eu en Nouvelle-Calédonie la première des 3 consultations référendaires concernant l'avenir du pays pour ou contre l'indépendance. Les résultats sont connus, 81% de participation, 138 933 suffrages exprimés avec 56,67% pour le non et 43,33% pour le oui. L'historien calédonien Olivier Houdan, dans le numéro d'opinion internationale du 8 novembre 2018, a décrit ce qui lui paraissait, à la suite de ce référendum, les 3 principales victoires de l'événement. D'une part, la mobilisation des électrices et des électeurs, qui a été considérable, 81% de participation. La sérénité et la dignité du vote devant 245 magistrats envoyés par la France, 13 membres d'une mission envoyée par l'ONU, 90 journalistes qui avaient été invités. Donc un vote qui s'est dans des conditions tout à fait optimales. Et puis la 3e victoire, c'était le score, bien entendu, des indépendantistes, le score pour l'indépendance. On avait prédit la totalité quasiment des sondages, à l'exception d'un journal suisse, dont je ne connais pas l'expertise, avait prédit l'écroulement du vote indépendantiste, le situant à autour de 30%, voire moins de 30%. Or, non seulement il y a eu un maintien de ce score, mais en vérité, ce qu'on pourrait décrire comme une progression, on pourra en discuter si vous vouliez. Ce qui est important, c'est la faiblesse de l'écart entre le oui et le non. Il y a eu 18 000 voix d'écart, 13 points en valeur absolue, mais en disant ça, on ne mesure pas, à mon avis, la profondeur du problème. C'est que l'indépendance est en fait à seulement 9 000 mois de la majorité absolue, ce qui est quand même très important. Alors pour expliquer le plantage des instituts de sondage, on a évoqué des erreurs de méthode sur la méthode des quotas, la manière des consultations téléphoniques. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il me semble que ce qui est plus important, c'est qu'il y a un biais qui s'exprime à travers cette méthode, partagé en fait par beaucoup de spécialistes en sciences humaines et sociales dès qu'ils discutent de la Nouvelle-Calédonie et surtout de son avenir politique, que je vais baptiser l'illusion politiste. Alors en quoi consiste ce biais ? Essentiellement à confondre les relations qui peuvent exister entre les différentes parties, organisations qui aujourd'hui travaillent dans le sens de l'indépendance, et les relations des Kanaks eux-mêmes dans leur société comme un tout, et les relations que cette société entretient avec les mouvements indépendantistes. Et il y a une confusion qu'on retrouve régulièrement et qui fait qu'on a des pronostics en matière politique qui sont souvent erronés. En Europe, le champ politique, la politique, pour dire rapidement les choses, c'est le lieu où se fait la société. C'est là que le lien social se noue. Dans le monde kanak, bien entendu, c'est tout à fait différent. Le lien social est d'une toute autre nature et précède largement le politique. Il y a quelques années, Isabelle Leblic, une de mes collègues anthropologues, avait essayé de résumer en quelques mots ce qui lui paraissait être les fondements de la société kanak actuelle. Elle donnait quatre instances: le lien à la terre, les hiérarchies sociales traditionnelles qui perdurent aujourd'hui, la relation à la religion chrétienne, ou plutôt aux églises chrétiennes, parce qu'il y a une grande pluralité religieuse en Nouvelle-Calédonie, et l'expérience politique, bien entendu, du système colonial, qui est très important. C'est une vue un peu restrictive. Personnellement, j'y rajouterai les échanges, et vous allez comprendre pourquoi. Mais cette vue a le mérite de présenter ce qui paraît être la double articulation de l'identité kanak, qui est souvent mal vue. Le premier, c'est sa diversité, bien entendu. 28 langues, 8 aires coutumières, 57 districts ou grandes chefferies encore en place, 292 tribus, plusieurs centaines de clans. Aucun doute qu'il y a une grande diversité. Mais il ne faudrait pas oublier que, par ailleurs, il y a des relations d'échange, de communication qui se déploient de façon historique depuis plusieurs siècles à l'échelle de l'archipel,
et qui donne au monde kanak, et depuis très longtemps, un fort sentiment de commune appartenance à un même espace social et historique. En 1999, Emmanuel Casarérou, qui est aujourd'hui au Quai Branly, racontait ce qu'était le grand deuil du chef Matamoé, le fils du chef Waton, en 1866, et montrait l'ampleur des régions présentes lors de cette grand deuil. Et il disait, il suffit d'avoir 2 ou 3 deuils du même type à quelques mois de consécutifs, et on aura en un mois ou quelques mois mis en relation la totalité de l'archipel en relation. Et ce sentiment d'appartenance, bien entendu, est aujourd'hui profondément renforcé par justement l'expérience religieuse, effectivement, et puis la colonisation et la montée de la revendication indépendantiste, et ça depuis donc la fin des années 1960. Le peuple kanak, globalement, se pense comme un peuple autochtone, qui, bien entendu, est le seul historiquement, à ses yeux, à pouvoir revendiquer dans un tel l'indépendance. Et dans un tel schéma, le politique ou la politique ont une autonomie qui est forcément relative. Il ne s'agit pas de nier qu'il y ait des désaccords, des divisions politiques, mais elles sont en fait très peu idéologiques. Elles relèvent plutôt d'appréciations stratégiques différentes, de parcours des gens, éventuellement de rivalités personnelles, et ces rivalités peuvent être très fortes, mais elles ne sont tolérées et acceptées tant que, d'une certaine manière, il n'y a pas de menace portant sur la cohésion de l'ensemble. Les règles de ce respect qui ont toujours traditionnellement régné à l'intérieur de la société kanak et qui règlent les échanges pour former un consensus, eh bien, sont extrêmement vivaces. Et cette tolérance, donc, qui fait qu'on accepte les différences et les désaccords que dans la mesure où ça ne remet pas en cause le consensus fondamental, ne signifie pas pour autant adhésion. Olivier Houdan, dans son article que je mentionnais tout à l'heure dans Opinion internationale, prédisait la possible élection d'un congrès partagé, composé à part égale d'élus indépendantistes et loyalistes lors des élections du 12 mai 2019, élections provinciales. Ce congrès n'a pas vu le jour, pour une raison très simple, c'est que, d'une certaine manière, il y a une différence entre la cause indépendantiste et les partis qui les représentent, et que s'il y a une adhésion générale au niveau du mouvement indépendantiste, il peut y avoir des critiques parfois assez fortes sur les partis eux-mêmes et les stratégies qu'ils donnent. Si on en veut une preuve, il suffit de penser au Parti travailliste qui a appelé au boycott du référendum et qui a eu un échec extraordinairement cuisant avec seulement 2 élus et seulement dans la province des Îles. Là encore, l'illusion politiste a pu jouer. Par ailleurs, il faut bien reconnaître qu'il y a, dans le monde kanak en général, comme souvent en Océanie, une sorte de défiance générale pour tout pouvoir qui serait trop assuré ou trop hégémonique et viendrait menacer les équilibres sociaux. Et donc on veille toujours à ce qu'aucun leader ou aucun parti ne puisse conquérir cette hégémonie sur ses conquérants. À partir de là, donc, il me semble intéressant d'aborder ce problème de politique internationale. Je me reposerai sur un article de 2012 de Stéphanie Graff, qui à l'époque a bien défini ce qu'étaient depuis 20 ans les 2 fronts principaux de la politique internationale du FLNKS. D'une part, le front pour l'indépendance institutionnelle, pour la section de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. C'est un front qui s'est ouvert il y a un peu plus d'une trentaine d'années maintenant. Et puis un autre front beaucoup plus récent, qui a une vingtaine d'années, qui est la lutte d'un certain nombre de gens pour les droits à l'autodétermination du peuple kanak en tant que peuple autochtone. Et donc là, il y a eu des éléments de critique qui ont été faits. Alors, résumons rapidement les données. Le front pour la politique d'indépendance institutionnelle, c'est 1986, d'abord à Fidji en août, lors du 17e forum du Pacifique Sud, où pour l'obtention du soutien des pays du Pacifique pour l'inscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser. Puis en septembre, la présence de Jean-Marie Tjibaou à Harare, lors du 8e sommet des pays non alignés pour obtenir ce soutien. Et le 2 décembre, effectivement, 1986, l'Assemblée des Nations Unies a voté à la majorité des 3/5 des États présents la résolution 4141A,
qui reconnaît le droit inaliénable du peuple de Nouvelle-Calédonie à l'autodétermination et à l'indépendance, ce qui a entraîné immédiatement l'inscription sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. À l'instigation du FLNKS, ce droit a été régulièrement rappelé. Il suffit de penser effectivement à ce qui vient de se passer le 7 décembre 2018 avec la résolution 73-115 de l'Assemblée qui a rappelé ce droit absolument inaliénable. De 2014 à 2019, il y a eu 7 missions de l'ONU qui se sont rendues en Nouvelle-Calédonie, ce qui est extrêmement important. Et récemment, lors du 19e comité des signataires de l'accord de Nouméa à Paris, Michael Forrest était à New York lors de la réunion de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, à la fois pour dresser un bilan positif, bien entendu, du vote qui avait été fait, mais en même temps s'inquiéter d'un certain nombre de modalités du la future consultation programmée en 2020 concernant l'établissement des listes électorales et les conditions de vote par procuration. Alors, Michael Forrest est aujourd'hui le représentant du FLN pour toutes les questions internationales, et il est bien entendu aujourd'hui celui qui représente au niveau international la revendication de souveraineté. Maintenant, Stéphanie Graff met à jour un autre problème sur lequel il est important de donner, c'est deux choses, en fait, deux problèmes. Le premier, c'est le fait qu'avec la revendication indépendantiste et puis l'accord de Nouméa, aujourd'hui, en fait, le FLNKS et le mouvement indépendantiste n'est pas représenté en tant que tel dans les instances internationales et régionales, à l'exception des pays du fer de lance mélanésien. C'est quasiment partout le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui est présent. Et par exemple, en 2009, lors de la 4e commission, de la réunion de la 4e commission de l'Assemblée générale à l'ONU, ça a été une délégation mixte de la Nouvelle-Calédonie qui a été présente, avec Gaeliano notamment qui représentait les non-indépendantistes, les loyalistes. Et un peu partout au niveau international, eh bien le FLNKS aujourd'hui est au mieux présent avec les gens qui sont ses adversaires politiques, notamment les membres du gouvernement. Deuxième contradiction, l'apparition à partir de 2001 de la présence de leaders kanaks, principalement coutumiers, culturels, mais aussi politiques, dans les réunions onusiennes concernant les droits des peuples autochtones. Stéphanie Graff a vu dans cette affaire-là essentiellement une manipulation gouvernementale de la part de l'État français, qui aurait joué, c'est son thème, l'autodétermination et l'autochtonie contre la revendication institutionnelle, indépendance, décolonisation. Elle le montre du point de vue historique en montrant que c'est à partir de 2001, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'accord de Nouméa, qu'effectivement on voit apparaître, à côté du discours pleinement indépendantiste, un discours qui est un discours d'autodétermination interne. En 1993, réellement la stratégie commence à prendre place avec l'Association pour la célébration de l'année des pays du peuple indigène, en Kanaki, qui va devenir Conseil national des droits du peuple autochtone en 1995. Et puis ensuite, on aura toute une prolifération de divisions, d'associations qui vont se battre sur le registre des terres, de l'autodétermination interne, de la coutume, du droit à l'éducation du peuple kanak, etc., etc. Et depuis 2000, on peut dire que c'est le Sénat coutumier, avec ce Conseil national des droits du peuple autochtone qui porte cet aspect de la revendication. Alors, Stéphanie Graff n'est pas la seule à avoir montré la contradiction. Christine Demers, en 2007, en vacarme, y voyait non pas tellement une manœuvre de l'État français, mais un opportunisme politique d'un certain nombre de petits leaders par opposition aux grands leaders du FLNKS, entre guillemets, les grands et petits, bien entendu. Benoît Trépied y voit un effet pervers de l'accord de Nouméa qui, en valorisant la culture kanak, la création d'un centre culturel, de signes identitaires, toutes les opérations autour du patrimoine, a dit il y a eu de ces mesures-là des appropriations divergentes, et aujourd'hui on peut parler de stratégie kanak alternative et concurrente. Personnellement, je suis bien entendu tout à fait en désaccord avec cette idée-là,
D'abord parce que le résultat du référendum le montre, la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, en tout cas du côté kanak, a voté massivement pour l'indépendance. Et par ailleurs, dès qu'on essaye de sortir de la seule vision politiste dont je parlais tout à l'heure, on voit bien que nous avons au contraire une certaine continuité dans le mouvement indépendantiste. Si on essaye de voir quelles ont été, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Kanaks rentrent dans la vie politique au sens habituel du terme, les revendications qui ont été données, vous pouvez noter une constante. Cette constante, c'est la volonté, non pas de régler les problèmes coloniaux par la séparation et la division, mais en créant de nouveaux types de relations. C'est ces nouveaux types de relations qui étaient appelés. Vous avez la devise de l'Union calédonienne à l'époque de l'autonomie, qui a duré jusqu'en 1977. C'était la revendication de la devise de l'Union calédonienne, 2 couleurs, un seul peuple. Vous avez ensuite Jean-Marie Tjibaou qui, en 1976, construit Mélanésia 2000 et appelle les Calédoniens à une autre manifestation culturelle beaucoup plus large qui se rappellerait Calédonia 2000, qui n'a pas vu le jour. À Nainville-les-Roches, vous avez la revendication du droit inné et actif du peuple kanak qui rappelait, mais la volonté du peuple kanak, enfin du FLNKS, d'associer dans le vote d'autodétermination ce qu'ils ont appelé les victimes de l'histoire. Vous avez ensuite, en 88, avec les accords de Matignon-Oudinot, l'appel à la reconnaissance de 2 légitimités en Nouvelle-Calédonie. Et puis, vous avez, à partir de 1998, la fameuse communauté de destin. Il n'y a pas jusque dans la période de 1977 ou 1988 où on parlait de la revendication des droits du premier occupant, qui ne puisse être mise dans cette perspective de dialogue et d'échange, puisqu'en vérité, la notion de droit de premier occupant, le premier occupant dans toutes les cérémonies kanak, c'est celui qui rentre en échange avec l'étranger pour faire une seule et même maison. Donc on a cette idée d'une continuité ici du mouvement indépendantiste qui est extrêmement importante. Maintenant, quant au niveau de la politique internationale, eh bien on voit bien la stratégie politique qui consiste justement à créer du lien avec la communauté calédonienne sur place. Bien entendu, la politique internationale, c'est un levier pour essayer d'obtenir l'indépendance, et donc c'est mis en opposition avec l'État français, mais d'une certaine manière, c'est aussi une manière d'impliquer les non-indépendantistes dans la région et d'océaniser les relations internationales pour faire que les gens sortent de la vision strictement franco-française qui est souvent en vigueur en Nouvelle-Calédonie et les amener à s'impliquer dans le Pacifique et à prendre conscience de cet accord pacifique. Pensez par exemple aux accords qui ont été commerciaux bilatéraux qui ont été signés avec le Vanuatu le 23 avril dernier et qui témoignent de cette affaire-là. Maintenant, dernière chose importante, c'est les droits du peuple autochtone. Effectivement, l'idée d'une communauté de destin n'implique pas, aux yeux du FLNKS, l'idée d'une fusion pure et simple des populations. Il y a toujours une demande de reconnaissance de l'identité sociale et culturelle qui soit propre. 2 couleurs, un seul peuple, mais 2 couleurs quand même. Il n'y a pas de contradiction, au contraire, une cohérence et une contradiction qui est importante. Alors, je conclurai en disant que ce qui est significatif dans toute cette affaire, c'est que, d'une certaine manière, cette stratégie, et je reprendrai le titre de M. Badi, la force des faibles, la puissance des faibles, c'est qu'aujourd'hui, à 9000 voix d'écart entre le FLNKS, enfin le vote pour l'indépendance par rapport au vote contre l'indépendance, on voit mal les indépendantistes sacrifier à l'autodétermination interne du peuple autochtone une indépendance de type institutionnel. Ça va obliger l'État français, me semble-t-il, et les loyalistes à enfin discuter du problème de fond, c'est comment on peut reformer des relations, refonder des relations. Par ailleurs, on notera que cette affaire-là nous donne une aporie du droit international, tel que est pratiqué par l'ONU, puisque si l'autodétermination n'est donnée qu'aux populations des territoires, bien entendu, on prétend en même temps décoloniser les peuples, et il y a là une contradiction qui, à un moment donné, il faudra affronter. Voilà. Il me semble, en tout cas, qu'on voit que l'idée que, et je terminerai là-dessus, on est aujourd'hui dans une question sèche et clivante, comme avait dit Mathias Chauchat, qui amène une régression, est une crainte qu'on ne peut ne pas avoir. Il y a aujourd'hui de telles interdépendances créées en Nouvelle-Calédonie, tant au plan régional qu'au plan interne, qu'un retour à la violence n'est pas envisageable par la plupart des interlocuteurs, mais qu'au contraire, c'est le moment de discuter enfin
avec la Nouvelle-Calédonie, si on veut aujourd'hui qu'elle prenne toute sa place dans l'axe Indo-Pacifique, comme dans les relations d'ailleurs dans le reste du Pacifique. Merci beaucoup.